Avec son directeur général, Freddy Mulumba Kabouaï, vous a convié à cette conférence débat sur ce thème, la MONUSCO face à la contestation des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette conférence fait suite à la dernière actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le magazine Renaissance africaine a voulu que nous puissions partager sur ces dossiers et proposer des pistes et des solutions. Voici la liste des intervenants de cette conférence. Madame Nicole Kavira, elle est coordonnatrice du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Elle est membre de plusieurs réseaux de femmes. Madame Kavira est là. Le deuxième intervenant, c'est Monsieur Kambale Mutelemi, avocat et membre du Centre pour la Gouvernance, une ONG. Il est à côté de Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Kambale, bonjour. À gauche de Monsieur Kambale Nixon, il y a Monsieur Jean-Claude Chilumbayi Moussaou, professeur d'université, professeur de droit international, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est député provincial du Kasaï central. Professeur Jean-Claude Chilumbayi est auteur de plusieurs publications. Je note ici Traité de droit diplomatique, publié en 2009. Si l'ingérence devenait un droit, publié en 2010. Vers un ordre public international, 2016. Donc, si vous avez besoin de tous ces livres, vous n'avez qu'à entrer en contact avec lui. À l'extérieur, nous avons un lot de livres. Vous pouvez vous en procurer pour votre culture générale. Et surtout, ce sont des livres qui concernent l'Afrique. Nous devons connaître notre Afrique, nous devons connaître nos leaders. Monsieur Freddy Mulumba, qui est directeur général de ce magazine Renaissance africaine, qui nous donne souvent cette opportunité de parler, va dire un mot de bienvenue à l'intention de tous les participants de cette conférence avant qu'on puisse accorder la parole aux différents intervenants. Monsieur Freddy Mulumba. Merci beaucoup, Monsieur Bakandoa, Oscar. Distingués invités, mesdames et messieurs, d'abord je tiens à vous remercier parce que vous êtes parmi ceux qui assistent régulièrement à nos débats. Ainsi, malgré les temps, malgré vos préoccupations, vous venez assister à cette conférence débat sur la MONUSCO. Pourquoi on organise de telles conférences? Vous savez, généralement, les débats africains, les débats congolais sont organisés par d'autres ONG internationales, par des ambassades à Kinshasa. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, comme nous sommes un pays indépendant, nous sommes des hommes libres, il était de notre devoir d'organiser ces débats. Donc, notre objectif, il faudrait qu'on mette un peu de l'ordre, parce que généralement, il y a trop de rumeurs. C'est ainsi que j'ai fait appel d'abord à Mme Kavira, qui est militante, qui va nous donner un peu l'effet. Qu'est-ce qui va se passer? On attend quelqu'un de la MONUSCO, je pense qu'il va venir, parce qu'ils ont demandé de participer pour donner leur point de vue. Après quelqu'un de la MONUSCO, vous avez M. Kambale, qui est un analyste, qui est sur le terrain aussi, mais qui n'est pas ni militant, ni politique. Et enfin, nous avons le professeur Chilumbayi,
qui est théoricien, pour qu'il mette un peu de l'ordre. Donc l'objectif ici, c'est pour casser les rumeurs et qu'on oriente notre peuple, parce que nous sommes dans un pays, il y a la confusion totale. Tout le monde parle, c'est un cafouillage, on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Mais ici, c'est un débat d'idées et nous voulons que tout le monde participe. Avant de clore mon petit mot, généralement, nous Africains et nous Congolais, nous discutons comme au village. J'ai préféré emmener quelques livres, quelques rapports qui vont nous permettre de faire un très bon débat sur le rôle de la MONUSCO au Congo. Et pourquoi à l'Est, la MONUSCO a plus de 10 000 militaires. Pour qu'on ne dise pas qu'on raconte des rumeurs, et qu'on a fait appel à des scientifiques. Et la première scientifique, c'est une femme qui s'appelle Séverine Hotzer. Séverine Hotzer, c'est une Française, mais qui a fait sa thèse à Cambridge Study in International Relations. Donc c'est en Occident. Et Hotzer a publié son ouvrage en 2010. Cet ouvrage ne concerne que MONUC et non MONUSCO. Et dans cet ouvrage, c'est intitulé « The Trouble », je lis très mal l'anglais, « The Trouble with the Congo, Local Violence and the Fire of International Peace Building ». Et dans cet ouvrage, Séverine démontre que si la MONUC a échoué, c'est parce qu'au sein de la MONUC, il y a plusieurs puissances qui s'affrontent. Chacun tire les draps de son côté. Chacun défend ses intérêts. Voilà pourquoi la MONUC avait échoué. Ça, c'est la thèse de Séverine sur la MONUSCO. Il y a une deuxième étude. Excusez-moi. L'étude est faite par l'IFRI, Institut français de relations internationales. L'IFRI a publié le document en 2016, avril, intitulé « Réflexion sur 17 ans de présence de l'ONU en RDC ». Et dans cette note de l'IFRI, on démontre que l'ONU a connu un échec parce qu'au sein des Nations Unies, d'abord, les choses ne sont pas très claires. Comme l'autre, c'est vrai, l'avait dit, il y a beaucoup d'intérêts contradictoires des grandes puissances. Et puis, ce qui était frappant concernant l'Est du Congo, l'ONU, les casques bleus qui sont sur place sont dans les centres urbains et jamais dans des villages. Et chaque fois on tue des Congolais, ils viennent en retard pour constater les dégâts. Et l'analyse, la réflexion sur les 17 ans de présence onusienne en RDC, on montre aussi que les casques bleus indiens ne veulent pas intervenir parce que leurs patrons, leurs chefs de leur pays, leur demandent de ne pas prendre de risques parce qu'ils risquent de mourir. Et on se pose la question, à quoi sert encore l'ONU? Parce que c'était prévu que l'ONU est là pour protéger les civils, alors que les civils sont tués. Il y a encore une autre analyse, focus stratégique, étude de l'IFRI, la compétition stratégique en Afrique, approche militaire américaine, chinoise et russe, publiée en 2019. Ici, on démontre que les Chinois, les Américains et les Russes, ils sont en compétition, même aux Nations Unies. Mais ils n'ont pas la même vision. Les Américains, c'est beaucoup plus lutter contre le terrorisme. Mais pour les Chinois, c'est d'abord leurs intérêts et surtout protéger leurs ressortissants. Et pour les Russes, ils sont en train de tenter un peu. Ils ne sont pas encore définis clairement leur stratégie. Voilà les 3 études qui viennent d'ailleurs, qui nous permettent peut-être, je les donne pour que vous, si vous avez le temps, ça y est sur Internet, vous pouvez aussi les lire pour avoir une idée. Il y a un militaire qui m'a appelé quand il a suivi les débats
donc les spots à la télévision, il m'a dit, ici, à Béni, il constate que les troupes de MONUSCO travaillent dans les centres urbains et au village où on tue des gens, ils ne sont pas présents. Pour eux, pour ces militaires, il faudrait que l'armée congolaise devienne très forte pour mettre de l'ordre. Et ils pensent que l'ONU doit partir, mais d'une manière progressive, au lieu de rester très longtemps au Congo. Donc si nous faisons cette conférence, c'est pour qu'il y ait des débats, un débat d'idées entre Congolais. Pour que chacun est libre. Hein. On ne vient pas ici pour dire qui a raison, qui a tort. Hein. On va tout enregistrer pour que le peuple sache qu'est-ce qui se passe réellement et pour qu'on évite beaucoup plus de rumeurs. Une fois de plus, merci. Merci Freddy Mulumba. Mesdames et messieurs, nous allons commencer à présent cette conférence débat. Je rappelle le thème, la MONUSCO face à la contestation des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. La parole sera donnée à Madame Nicole Kavira, qui fera l'état des lieux des contestations à Béni. Et je signale la présence ici à la tribune de M. Abdul Aziz Thioy. Il est directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDUH. Bienvenue, M. Abdul. Le micro pour Madame Kavira. Merci beaucoup. Chers organisateurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour nous un honneur et une participation en tant que mouvement des indignés de la situation sécuritaire à cette grande conférence où il nous est demandé de brosser quelques motivations qui poussent la population congolaise en général et en particulier la population de l'Est à exiger le départ immédiat de la MONUSCO. Je veux d'abord rappeler l'historique de la création de cette brigade d'intervention de la MONUSCO. Permettez que je puisse remercier les organisateurs de ces échanges, plus particulièrement les DG des magazines Renaissance africaine, M. Freddy Mulumba, les intervenants ainsi que les participants à cette conférence débat. Nous commençons par la création des brigades d'intervention rapide. Je vais brosser l'historique. Pour illustrer les motivations de la jeunesse vis-à-vis du départ de la MONUSCO, il sied de revenir dans l'historique qui a mis en place la brigade d'intervention rapide en remplacement de la mission d'observation. Pourquoi a-t-elle été créée? De ces faits, il est bien de souligner que cette force avait été proposée à la suite des flambées récurrentes des violences, comme l'a montré l'importante crise qui a éclaté au Nord Kivu en avril 2012 et qui demeure un obstacle à la paix en RDC et menace la stabilité et le développement de toute la région des Grands Lacs. Afin de s'atteler aux causes profondes du conflit et de garantir le maintien d'une paix durable dans les pays et dans l'ensemble de la région, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et dans la région a été signé par les représentants de 11 pays de la région, les présidents de l'Union africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté de développement de l'Afrique australe et les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie. Le 28 mars 2013, en soutien de cet accord, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2098 en 2013, par laquelle il prorogue jusqu'au 31 mars 2014 les mandats de la MONUSCO,
créant une brigade d'intervention pour renforcer les opérations de maintien de la paix. Agissant sur la base des recommandations contenues dans les rapports spéciaux du 27 février, le Conseil a décidé que la dite brigade serait mise en place pour une période initiale d'1 an et dans les limites de l'effectif maximum autorisé de 19 815 hommes. Elle comprendra 3 bataillons d'infanterie, une compagnie d'artillerie, une force spéciale et une compagnie de reconnaissance aura son quartier général à Goma et sera placée sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO, avec comme responsabilité de neutraliser les groupes armés et pour objectif de contribuer à réduire la menace que représente le groupe armé pour l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'est de notre pays. De préparer les terrains pour les activités de stabilisation aussi. Toujours dans ces missions, il a également été décidé que la brigade d'intervention aurait une stratégie de retrait clairement définie et que le Conseil a visé gérer d'étendre son mandat à plus d'1 an en fonction des résultats obtenus par la brigade et des progrès que la République démocratique du Congo aura accomplis au niveau de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix et la sécurité dans la région. Ainsi, la résolution condamnait fermement le mouvement du 23 mars M23 de Force démocratique de libération du Rwanda FDLR, l'armée de renaissance du Seigneur LRA et les autres groupes armés ainsi que les violences et les atteintes aux droits de l'homme. Elle charge la nouvelle brigade de mener unilatéralement ou conjointement avec les forces armées congolaises les offensives robustes, en faisant preuve d'une grande mobilité et adaptabilité dans l'optique de perturber les activités de ces groupes armés. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité a noté que les reconfigurations futures de la MONUSCO et de son mandat seront en fonction de l'évolution de la situation sur terrain et des progrès vers la réalisation des objectifs fixés conformément aux 3 priorités énoncées dans les concepts stratégiques, à savoir la protection des civils, la stabilisation du pays et l'appui à la mise en œuvre de l'accord cadre pour la République démocratique du Congo. L'inaction de la MONUSCO, nous sommes au 2e point. En se basant au paragraphe précédent, on peut déduire sans beaucoup de gymnastique que le maintien de la MONUSCO se repose sur de bonnes intentions, seulement les bonnes intentions, et non sur des actions robustes comme définies. Vu que le nombre de morts ne cesse d'augmenter en dépit de cette belle rhétorique que je viens de vous présenter dans l'historique de cette dernière. Suite à la faiblesse des FARDC, que le gouvernement avait fait recours à cette mission, dont la brigade d'intervention de la MONUSCO, pour qu'il redonne l'espoir, Et au regard des recommandations, il est plus décevant de voir une grande intensité de massacres sur terrain alors que la MONUSCO a le plein droit d'agir unilatéralement. Je prends l'exemple d'une famille attaquée par un gros serpent et qui appelle au secours. Curieusement, les voisins arrivent bien munis de matériel capable d'anéantir la cible, mais préfèrent observer calmement
voire même filmer la scène en attendant que le boa finisse à anéantir sa proie pour qu'il s'occupe maintenant des obsèques des voisins avalés par le boa. Lorsque le mouvement des indignés a mené sa première manifestation de contestation contre la MONUSCO, en septembre 2019, c'était avec l'intention de réveiller la conscience nationale qui, du reste, est presque atteint, quoi qu'il y a encore de la timidité dans la partie ouest du pays. Le mouvement citoyen sont exaspérés par les massacres presque tout le jour, alors que la MONUSCO est présente au Congo depuis plus de 20 ans. Elle n'arrive pas à neutraliser les commanditaires des massacres et n'intervient pas pour secourir la population pendant les massacres. Certains accusent même la MONUSCO de complicité avec les auteurs de tueries. Il n'y a qu'à observer juste sur la carte des positions de la MONUSCO et leur contingent dans les territoires de Beni pour comprendre que les villages attaqués sont juste à proximité, comme explique ces bilans. Des 6 000 personnes massacrées rien qu'à Beni depuis 2013. Là, nous parlons des massacres à Beni, selon les rapports de la SENCO. Même récemment, depuis décembre 2020, les estimations de la société civile de Beni tournent autour de 300 personnes tuées. Là, nous sommes seulement à Beni. Depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, à la présidence, c'est 4100 personnes tuées, les estimations combinées de Beni, Ituri et les autres territoires de l'Est. Donc, en une année, on massacre 4100 personnes à l'Est du pays. À Beni, les attaques sont commises en secteur de Rwenzori principalement, et c'est depuis décembre 2020 qu'il y a Boulongo, Alungupa, Nzenga, Loselosi. Du côté de groupes armés, on en compte aujourd'hui près de 400 mouvements rebelles dans les pays et 122 rien qu'au nord Kivu, d'après Kivu Security. Lorsqu'on nous informe qu'il y avait à peine 5 mouvements rebelles à l'arrivée de la MONUSCO et qu'aujourd'hui nous pouvons compter près de 400 mouvements rebelles actifs dans les pays, il y a de quoi tirer une conclusion défaitiste de la part de cette organisation. Il est certes que la MONUSCO ne va pas partir suite à la pression de la jeunesse de l'Est, du fait que celle-ci a une vision contraire des choses que nos autorités de constater l'échec de la MONUSCO de sa mission principale telle que définie: protection des civils, stabilité du pays et mise en application de l'accord. La MONUSCO telle que définie, nous invitons nos autorités à autoriser le départ de la MONUSCO et à envisager... Merci beaucoup. Nous invitons les autorités à autoriser le départ de la MONUSCO et à envisager d'autres stratégies de faire venir d'autres forces plus aguerries, genre Artemis en Ituri, tout en procédant à la purge au sein des FARDC pour rendre notre armée plus compétitive et plus aguerrie. Aucun Pakistanais, aucun Népalais, aucun Sénégalais ne viendra mourir pour le Congolais défendant notre pays. Bien sûr, suivi de moyens financiers conséquents capables de motiver les effectifs militaires
patriote. J'ai dit et je vous remercie. Après cette première intervention, nous allons accorder la parole à M. Nixon Kambale. On me fait signe que c'est M. Abdul Aziz Thioy, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. M. Abdul Aziz, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Je voudrais tout d'abord m'excuser d'être arrivé légèrement en retard pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je suis désolé d'être arrivé en retard pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je voudrais m'en excuser très sincèrement. Je voudrais aussi d'emblée remercier... c'est le magazine Renaissance, c'est ça? Oui, Renaissance africaine. Voilà, le magazine Renaissance africaine qui a eu l'idée d'organiser ce débat. Je pense qu'il est important d'avoir ce type d'échange, cet espace là où on peut discuter de façon dépassionnée, en vue véritablement de s'entendre, évidemment. C'est un exercice démocratique, d'entendre les avis discordants et aussi de prendre les critiques, parce que c'est normal. Sans les critiques, il est impossible d'avancer et d'essayer de faire mieux. Je pense que c'est un exercice très très important. Merci d'avoir organisé cet exercice. Comme le présentateur l'a indiqué, je suis le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Évidemment, j'ai un double chapeau, mais aujourd'hui, je suis là en tant que chef de la division des droits de l'homme de la MONUSCO. Donc, à chaque fois que je vais parler comme représentant du Haut Commissariat, je le ferai et je vous indiquerai pourquoi je le fais. J'ai raté les propos liminaires de mon ami qui est assis à ma gauche, mais j'ai retenu plusieurs éléments qui reviennent dans la présentation de Mme Nicole Kavira et qui rappellent les échecs ou l'échec de la MONUSCO. Je note aussi des points très forts qui ont traversé certaines interventions. L'évolution et l'évaluation de la MONUSCO, qui, je devrais le rappeler, est un exercice permanent. La MONUSCO, avant d'être MONUSCO, elle a été MONUC. Elle a été MONUC. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être les plus jeunes, qui avaient peut-être moins de 10 ans à l'époque, vous les avez vus venir dans ce pays, entrant par l'Est, dans un pays qui était peut-être divisé en deux, ou peut-être en 4 parties, n'est-ce pas? À l'époque, pour venir de l'Est vers l'Ouest, il fallait un visa. L'unification du pays a eu lieu avec, évidemment, le sang et le sacrifice des Congolais, de façon certaine, mais avec le soutien de la MONUC à l'époque. Il faut bien reconnaître que sans la MONUC à l'époque et l'engagement de la communauté internationale, nous n'aurions pas eu, ou vous n'auriez pas eu, disons, l'unification du pays, qui à l'époque était traversée par un conflit très profond avec une occupation de pans entiers du pays. Je sais que vous avez pour beaucoup suivi hier ou cette semaine, la semaine dernière, les débats qui ont eu lieu devant la Cour internationale de justice dans les différends qui opposent le Congo et l'Ouganda. Ceci est une indication que la MONUSCO a été créée, où le changement a intervenu à partir de 2008 pour faire face à une réalité différente. Donc il y a eu une évolution et une évaluation qui a été faite pour essayer de s'adapter à la menace qui change sans cesse de forme. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le terrain? J'ai entendu dire effectivement que les troupes de la MONUSCO sont dans les centres urbains. J'ai entendu dire effectivement que des tueries ont eu lieu à quelques mètres des bases de la MONUSCO, ce qui est vrai, ça c'est vrai, ça je le confirme, ça je pense que la MONUSCO elle-même l'a reconnu. Et il n'y a pas de justification à cela.
je comprends le sentiment d'indignation qui habite tous les Congolais et les Congolaises. C'est une indignation qui est humaine. Moi-même qui vous parle, tous les matins que je me réveille et que j'entends effectivement qu'il y a des attaques ou des civils qui ont été tués, j'ai le cœur déchiré. Je suis un être humain, fait de chair et de sang. Donc j'ai des émotions comme tout le monde. Ce que je voudrais juste dire, c'est qu'aujourd'hui, de ne pas oublier qu'à chaque fois que vous jetez la pierre à la MONUSCO, vous jetez la pierre à vos propres forces de sécurité et de défense. C'est extrêmement important. Parce que la MONUSCO, elle n'agit pas seule. Partout où vous avez une position des FARDC, vous avez souvent à côté une position de la MONUSCO. Que ce soit ce qu'on appelait à l'époque les compagnies, les bases les plus grandes, les bases principales et les bases secondaires, qu'on appelait COB. Et je voudrais rappeler, comme Madame l'a fait, en parlant de la résolution 2098, qui a créé la brigade d'intervention, que la même résolution demandait à la MONUSCO en 2013-2014 de se recentrer sur l'Est du pays. En 2014, vous avez tous vu que la MONUSCO s'est retirée de toutes les provinces de l'Ouest, toutes les provinces de l'Ouest sans exclusive, en application de la résolution 2098, qui demandait à la MONUSCO de quitter les provinces de l'Ouest et d'aller s'installer à l'Est. Cela était le résultat d'une évaluation de sécurité qui avait été faite conjointement avec les autorités congolaises et dont le résultat était que la situation était suffisamment améliorée dans l'Équateur, dans le Congo central, dans le Bandundu, mais également dans toutes les anciennes provinces du Bandundu qui dépendaient du Bandundu, et qu'en l'occurrence, la MONUSCO pouvait se recentrer sur d'autres tâches à l'Est, ce qui a été fait. Il y a une commission qui s'occupe de tout ce qui est évaluation conjointe, qui regroupe des militaires FARDC, des agents des services de renseignement, des officiers du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, avec les différentes sections de la MONUSCO. Il procède à des investigations sur le terrain, à des interviews des différentes communautés et de la société civile. Et c'est sur cette base-là que les décisions de recentrage ou de rééquilibrage sont prises en réalité. Donc, en 2014, la mission s'est recentrée sur l'Est. Nous avons quitté toutes les provinces de l'Ouest, je le rappelle encore une fois, y compris Kindu à l'époque, même si le Maniema était encore très affecté par des activités résiduelles de certains groupes armés, mais dans la zone de Salambapila et de Kabambare. Il en était de même du Kasaï. La MONUSCO était partie du Kasaï en 2014. Pourquoi elle est revenue au Kasaï? La MONUSCO est partie en 2014 du Kasaï et avait laissé derrière deux personnels seulement du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour continuer à surveiller la situation des droits de l'homme. C'est grâce aux deux staffs qui étaient restés sur le terrain que des remontées d'informations ont pu montrer que la situation était en train de se détériorer et qu'il fallait réouvrir une base. C'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il y a une évaluation constante qui permet de relever les insuffisances et d'essayer de les corriger au fur et à mesure. Alors, pour revenir un peu à ce qui aujourd'hui fonde tout le mouvement, toute la mobilisation exceptionnelle qui existe et que je salue, parce qu'il est extrêmement important. Jusqu'à récemment, il était très rare de voir les Congolais de Kinshasa se mobiliser, manifester pour les massacres à l'Est. C'est vrai que pour nous tous qui venions de l'étranger, arrivant ici à Kinshasa, nous avions l'impression effectivement que ce qui s'est passé à l'Est laissait indifférents les populations de Kinshasa. Aujourd'hui, il y a un grand changement et cela est positif. Il faut le saluer. Ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, il s'agit d'activités que nous considérons comme étant légitimes. Contester est légitime, manifester est légitime, comme l'est le droit de se mettre en association. Évidemment, il faudra juste que, comme le rappellent les principes ainsi que votre constitution et les lois de votre pays, que tout cela se passe de façon pacifique. C'est extrêmement important. Je le dis avec cette fois-ci mon chapeau d'office du haut-commissariat aux droits de l'homme, parce que je suis le premier défenseur de vous-même, n'est-ce pas?
de vous-même quand vous avez été arrêté par l'ANR et tous les autres ici qui sont dans la salle, qui ont eu un maille à partir avec les services de sécurité ou avec la justice. Donc, premier défenseur de tous ces groupes-là. Il est important que cette mobilisation, ce sentiment d'indignation puisse être maintenu, mais dans le but véritablement d'engager et d'amener les différents partenaires à la redevabilité, y compris la MONUSCO. La redevabilité, être redevable, c'est rendre compte du mandat que vous avez à mettre en œuvre. La représentante spéciale du secrétaire général ainsi que son adjoint ont été à Béni et à Butembo. Et vous les avez entendus. Ce qui a été dit, c'est que oui, il faut faire mieux. Il faut faire mieux et au plus vite. Ce qui se passe est inacceptable. C'est une reconnaissance, effectivement, qu'il y a des insuffisances. Et je pense que ça a été longuement relayé et largement relayé par les médias internationaux. Vous avez entendu l'adjoint au secrétaire général, à la représentante du secrétaire général qui disait qu'elle est plus loin que moi-même, qui dit qu'il y a des manquements qu'il faut corriger. Et la correction est en cours. La correction est en cours dans le sens où la FIB qui est arrivée en 2013-2014 avait à affronter le M23. Le M23 occupait une partie de tout le Nord Kivu. Ça, je voudrais vous le rappeler, ceux qui ne le savent pas. Nous avons publié un rapport en 2014. Le rapport consistait à analyser le respect du droit international humanitaire par le M23 dans les territoires qui ont été sous son occupation. Parce que le M23 a agi comme une puissance occupante. Parce qu'elle avait installé, il avait installé plutôt, une administration parallèle des administrateurs du territoire, des agents de police, gérer des prisons et avec une armée, avec des positions connues, des divisions, une structure militaire connue, avec des positions qui étaient clairement identifiables. Il était facile pour n'importe quelle armée bien organisée de pouvoir démanteler le M23. Je ne minimise pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait est très très important avec vos troupes et notamment le colonel Mamadou à l'époque, paix à son âme, qui a joué un rôle extraordinaire dans la défaite du M23 avec l'engagement à la fois des troupes indiennes, pakistanaises, uruguayennes à l'époque, mais aussi des Tanzaniens qui étaient en première ligne. Les hélicoptères d'attaque ont décollé pour pilonner des positions militaires connues. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais été dans les zones dont on parle à Béni. Qui a été à Samboko ici dans la salle? Qui a été à Samboko? Très peu de gens savent où se situe Samboko. À Samboko, vous y allez, vous allez trouver des Congolais et des Congolaises, y compris de nombreux enfants, rassemblés au milieu de la forêt pour les protéger. Quand vous y arrivez, vous vous rendez bien compte, même si vous n'êtes pas militaire, que la situation est extrêmement compliquée. Dans cette jungle, vouloir protéger des centaines de milliers de personnes, sans les déplacer et les regrouper, est très très difficile. Et nous qui sommes tous les juristes du droit international qui peuvent être dans la salle, savent en réalité qu'il y a une doctrine pour ce qui est des déplacements forcés de population. Normalement, quand vous faites des opérations militaires avec un groupe armé ou des milices qui sont mélangées avec la population ou qui sont difficilement identifiables, l'une des meilleures solutions est de les rassembler et de les regrouper. Le droit international humanitaire le déconseille pour une raison bien précise. C'est une atteinte à la dignité. Alors, pour pouvoir être efficace, il y a eu des insuffisances, c'est clair. Les Congolais continuent effectivement à être massacrés à Béni. Les Congolais continuent aussi à être massacrés dans le Massissi, dans le Oualikale, dans le Rutshuru, mais également dans les hauts plateaux, mais aussi en Ituri. Donc, il est important que nous ayons cela à l'esprit. Partout où vous avez été, dans le nord, l'Ituri et le sud Kivu, vous allez voir autour des bases et des cantonnements de la MONUSCO des villages qui ont été créés. Parce que simplement, ce sont des déplacés de très très longue date qui ne peuvent plus vivre dans leur terre d'origine à cause des incursions et des attaques répétées des groupes armés et qui ont préféré aller s'installer autour
des bases de la MONUSCO. Cela a donné naissance au niveau mondial, je devrais dire, à des politiques aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez sans savoir que ces politiques ont été inspirées du Congo. Parce que le Congo a servi aujourd'hui de laboratoire à tout ce qui existe comme politique au niveau des Nations Unies et de standards de mesures opérationnelles au niveau des Nations Unies. Parce que tout ce qui a été fait ici en RDC a fait l'objet d'une étude qui a permis d'en tirer des leçons et de l'instaurer en termes de règles qui est aujourd'hui en train d'être appliquée. Quand vous allez au Sud-Soudan, vous allez trouver autour de tous les camps bases de la mission ce qu'on appelle des protections, des POC zones. Parce qu'évidemment, c'est la même situation. Vous avez des groupes et des milices qui s'en prennent aux populations civiles. Et la seule solution pour ces groupes-là est de venir se mettre autour des camps. Je vous renvoie également au dernier rapport qui a été publié en 2019, où nous avons clairement indiqué les victoires militaires qui ont été obtenues. Il ne faudrait pas tout jeter à la poubelle. Vos forces armées ont été très efficaces et ont récupéré pratiquement toutes les bases des ADF dans la zone de Béni. Il faut le reconnaître, cette victoire-là. C'est une victoire militaire. Dans les zones de Médina, vous n'avez jamais été là. Je vois quelqu'un qui hoche la tête. Je vous confirme, et vous pouvez demander aux gens de Béni, toutes les bases des ADF ont été démantelées par votre armée. Par votre armée. Ce qui aujourd'hui, ce que nous avons démontré, allez lire les rapports. Nous avons démontré que toutes les bases des ADF ont été démantelées. Ce qui a poussé les ADF à changer de stratégie aujourd'hui, à se subdiviser en petits groupuscules, parce que c'est la seule façon pour les ADF d'échapper à la poursuite engagée contre eux par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO. Ce qui leur permet de mener des mouvements pendulaires partant du territoire de Rwenzori pour aller vers le territoire de Mambasa. C'est pour ceux qui connaissent cette zone-là, vous pouvez comprendre réellement pourquoi vous pensez que des pygmées aujourd'hui, des populations pygmées bantoues sont en train d'être tuées par les mêmes ADF. Pourquoi? Parce que simplement, la forêt étant très très compliquée, c'est la jungle, les ADF s'en prennent aux populations pygmées, batois, parce que simplement, ces dernières servent de pisteurs pour les FARDC. On les soupçonne d'informer les FARDC et d'informer la MONUSCO sur la présence ou le passage, les points de passage de ces groupes armés qui tuent et sèment la désolation. Donc, je comprends à tous, nous comprenons, la MONUSCO comprend l'indignation, le sentiment d'exaspération. Et effectivement, il faut faire mieux, il faut faire différemment. La MONUSCO n'a pas vocation à rester dans ce pays. J'ai indiqué la MONUSCO commencer son retrait depuis 2014. Elle va se retirer cette année du Kasaï. L'année prochaine, elle se retirera du Tanganyika. Ainsi de suite, ça c'est le processus qui est prévu sur la base d'objectifs précis convenus avec le gouvernement, qui c'est un document qui a été discuté avec les différents ministères, signé et envoyé à New York et qui a été approuvé par les États membres du Conseil de sécurité. À chaque fois, un suivi est fait du niveau de réalisation des différents indicateurs et des différents éléments de repère qui ont été retenus pour pouvoir réajuster, corriger et s'adapter en vue d'un retrait définitif de la MONUSCO. Je voudrais rappeler aussi que pour un peu, je pense, relativiser la notion d'échec. La MONUSCO est arrivée ici en 99, dans un contexte où beaucoup de Congolais qui aujourd'hui occupent des postes très élevés à un certain niveau de responsabilité, ici bien au Congo et ailleurs, sortaient des universités et pour beaucoup étaient à l'école secondaire. La MONUSCO a été ici, comme dans tous les autres pays, toutes les missions des Nations Unies ont fait la même chose. Moi j'ai fait 4, c'est ma 5e mission de maintien de la paix. Dans tous les pays où les Nations Unies se sont installées, ça a été une opportunité formidable pour des centaines de milliers
population de ce pays d'acquérir des compétences, de pouvoir acquérir un certain niveau de revenus et de pouvoir aller travailler au niveau international. Vous avez aujourd'hui beaucoup de Congolais qui sont comme moi, qui représentent les Nations Unies dans des pays, parce qu'évidemment, ils ont travaillé avec la MONUSCO, ou ont bénéficié directement ou indirectement de la présence de la MONUSCO, de manière à pouvoir aller de l'avant. Donc, ne jetons pas tout. Évidemment, protéger les civils est l'objectif aujourd'hui qui nous est assigné et pour lequel il faut vite et maintenant faire le nécessaire. Et le message a été clairement compris. Mais protéger les civils, c'est le faire aussi avec les militaires, mais aussi avec les civils. Les actions unilatérales de la MONUSCO, je pense qu'il faut aussi qu'on revienne à quelques fondamentaux. Il y a eu plusieurs missions à Manéléo. Pour ceux qui viennent de l'Est du Congo, vous connaissez ces missions-là. Vous avez entendu parler de la mission des opérations à Manéléo ou Modiawetu, qui étaient des missions, des opérations conjointes. L'avant-dernière grande opération conjointe, véritablement conjointe dans le sens où une planification conjointe a eu lieu avec les FARDC, je devrais dire, c'est, disons-le franchement, c'était les M23. Après les M23, il fallait s'en prendre au FDLR. C'était ça le plan qui était prévu. Parce que si vous regardez bien, le premier massacre véritable à Nobili, qui a eu lieu en décembre 2013, s'est passé immédiatement après la chute des M23. Il était prévu de s'en prendre au FDLR après. Les priorités ont été changées simplement parce que c'était beaucoup, peut-être parmi les acteurs et les dirigeants de l'époque, ne voulaient pas qu'on s'en prenne au FDLR. C'est ça la vérité. Le changement a eu lieu et il a été demandé à vos troupes de se déporter sur le territoire de Béni et on sait ce qui s'est passé. Les conditions dans lesquelles Mamadou a été assassiné et les collusions qu'il y a eu sur le terrain, le fait effectivement que c'était très très difficile de distinguer qui est ADF et qui est réellement militaire congolais, parce que tout le monde porte la même tenue. Tout le monde porte la même tenue. Vous ne pouvez pas dans ces conditions-là faire d'action unilatérale. Il est impossible de le faire. Parce que pour la bonne et simple raison que si vous ne faites pas de planification conjointe pour décider ensemble avec les FARDC de convenir du positionnement des troupes, savoir que l'unité, le régiment tel est à tel endroit et porte tel uniforme. Vous avez tous vu ceux qui sont de l'Est, voir quand vous voyez les militaires congolais porter un brassard rouge, dans le cadre des opérations, c'est pour se distinguer des autres membres des groupes armés qui peuvent être confondus avec les militaires FARDC. Et c'est extrêmement important. Ça, ce sont les réalités du terrain. On ne peut pas dédouaner un militaire. Il est formé pour faire son job. Il est venu pour mourir pour ça. Contrairement à ce que vous dites, les Tanzaniens, les Uruguayens sont venus pour mourir parce que ce sont des militaires. Un militaire, il s'attend à mourir au front. Il s'attend à mourir au front. Donc, ne pas le faire. Et ils ont payé pour leur vie. N'oubliez pas que ces militaires ont été attaqués. Des Tanzaniens ont été tués. À Kididoué, en 2019, des militaires malawites ont été tués. Ils étaient en opération conjointe, engagement contre une base ADF, avec vos militaires. Ils ont perdu la vie parce que simplement, le flanc, ceux qui devaient couvrir le flanc gauche, sont partis et les ont laissés à découvert. Ils ont été tués. Ils ont perdu 7 personnes. C'est ça la réalité. C'est dur ce qui est en train de se passer à l'Est. Et nous souhaitons tous que la paix et la sécurité et la stabilité puissent être retrouvées dans ce pays. Et selon les perspectives qui ont été établies, la MONUSCO n'a pas pour vocation de rester dans ce pays au-delà de l'horizon des prochaines élections ou au-delà, parce que simplement c'est au Conseil de sécurité de décider, mais tout dépend également de l'évolution de la situation de sécurité sur le terrain. Je pense que j'ai épuisé mes 20 minutes. Oui. Voilà, donc je m'arrête là et je serai prêt à répondre aux questions s'il y en a. Merci. Merci. La parole à M. Nixon Kambale. Nixon Kambale Moutelemi, avocat et membre du Centre pour la gouvernance.
Il va bien sûr nous parler des causes et perspectives découlantes des manifestations contre la MONUSCO. Monsieur Kambale. C'est toujours un peu difficile d'intervenir après des excellentes communications, et surtout de deux communications qui présentent deux versions du problème, chacune présentant les avantages de ce qu'il allègue comme option, et surtout dans des contextes aussi mouvementés comme celle d'aujourd'hui, caractérisée par les manifestations à travers le pays. Et je vais dire que ce n'est pas la première manifestation contre la MONUSCO. Il vous souviendra que le 10 juin 2004, lorsque Bukavu a été pris par Kunda, c'est toute la République qui était en ébullition. À Kinshasa, il y a eu au moins 3 millions de personnes dans la rue. 3 millions de personnes motorisées et d'autres dans des camions. Et je me rappelle ces jours-là, Swing, qui était le patron de la MONUC, il avait dit, au Congo, le soleil peut se réveiller à l'ouest. Il voulait dire quoi? En réalité, c'est qu'au Congo, on ne sait pas quand est-ce que les Congolais peut se révolter. Il est imprévisible. Le jour où vous pensez que les Congolais vont se révolter, ils ne se révoltent pas. C'est le jour où vous dites que cette fois-ci, les Congolais, là, il est tellement amorphe, et ainsi de suite. C'est ce jour-là qu'il vous fait des histoires et vous demandez finalement qu'est-ce qu'il y a eu. Apparemment, c'était comme ça à 59, lorsque, à l'issue des deux matchs, les gens se sont révoltés contre la colonisation. Bref. Donc, je comprends un peu la situation actuelle dans le pays, qui est justifiée évidemment par le massacre incessant des citoyens, surtout sa défense. Dans une zone pratiquement qu'on peut considérer à 50 km², et où on a déployé, selon les estimations communiquées, pas moins de 20 000 hommes. Lorsqu'on prend la partie qui est souvent objet des attaques, on se pose plusieurs questions. La première, évidemment, c'est de se dire comment autant d'hommes armés, de militaires formés, peuvent rester presque indifférents ou peuvent assister de manière impuissante à des tueries, même auprès de leur campement. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. La deuxième préoccupation, c'est lorsque l'on nous dit, et là je vais vous dire que ce n'est pas la première fois que le bastion des ADF sont repris. Ils avaient été reprises autrefois avec le feu général Baouma, tout juste après Mamadou, et subitement, quelques temps après, c'était l'activisme de ce qu'on appelle présumé ADF. Apparemment, les différentes forces sur le terrain n'ont jamais pratiquement identifié qui est ADF, qui ne l'est pas. Ça, c'est une autre préoccupation. On s'est dit, on récupère les bastions, et le lendemain, on tue la population là où l'armée ou la police et la MONUSCO sont censés sécuriser, donc dans les parties où on ne peut plus entendre parler de massacres. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le présumé ADF sont tellement intelligents, tellement stratèges, qu'ils arrivent à déborder et les positions de FARDC et les positions de la MONUSCO
jusqu'à taper dans le dos de là où ils ont repris aux familles ADF. Et les contestations actuelles portent évidemment sur ces déceptions-là, sur ces interrogations-là. Et mon entendement de ces contestations, ce n'est pas que obligatoirement on s'apprend à la MONUSCO, attaquer MONUSCO, mais moi je vois par contre une interpellation du gouvernement congolais de vous dire, papa, si je me fie à un visiteur qui est chez nous, donc vous avez failli. C'est dans ce sens-là que moi je comprends les protestations ou les manifestations d'aujourd'hui. Parce que si la MONUSCO est dans notre pays depuis 1999, rassurez-vous, évidemment, ça ne pouvait pas se faire sans la volonté ou l'acceptation du gouvernement congolais. C'est comme ça qu'on dit que la MONUSCO est au Congo sur l'invitation du gouvernement congolais. Les différents mandats de la MONUSCO renouvelés, c'est faux, après une évaluation et surtout avec le gouvernement congolais. Le passage de la MONUC à la MONUSCO, c'était une demande expresse du gouvernement congolais. Curieusement, quelques temps après, c'était en 2010, en 2012, il y a eu des défections dans l'armée congolaise. C'est la naissance du M23. Tout ça parce que, au départ, il y a ce que moi j'ai toujours appelé le péché originaire. Le péché originaire part de ce qui a été convenu à Sun City, particulièrement en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, ou ce qu'on appelait la mise en place d'une armée structurée et intégrée. Je vais peut-être décevoir certaines personnes, je suis de ceux-là qui pensent que cette armée n'a jamais été structurée et intégrée. Le premier aspect de ça, c'est parce que les 18 brigades intégrées qui allaient être formées n'ont jamais été formées. On n'a formé que moins de 18 brigades. Mais en parallèle, le gouvernement a créé des unités opérationnelles à commandement parallèle de la structure gouvernementale. Et c'est en 2008, à l'issue de la conférence de Goma. Les unités commandées par, issues de ce qu'on a appelé l'intégration accélérée, après le mixage accéléré, avaient un commandement parallèle qui ne dépendait ni des commandants régionaux militaires, encore moins des brigades. Et nous sommes presque la seule armée au monde où on combine l'organisation militaire par des brigades et par des régiments. Et on ajoute des secteurs et des zones de défense. Je ne sais pas, il y a des stratèges militaires, je n'ai jamais entendu parler d'une armée organisée de cette manière-là. Bosco était à Goma. Il ne dépendait ni du commandant de la région militaire. Il faisait tout de sa propre volonté. Et personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dénoncé. Il fallait que Bosco se rende rebelle pour que le gouvernement congolais commence à crier. Je crois que vous vous souvenez, quand on avait pris l'argent à l'aéroport de Goma, c'est tout le gouvernement qui avait félicité Bosco, ici à Kinshasa. Un mois après, il devenait rebelle. On n'a jamais justifié comment on l'a félicité hier et demain il est devenu rebelle. Donc, ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Et moi, j'ai toujours dit, je suis de ceux-là qui pensent que les actions que nous devons chaque fois mener doivent être orientées vers le gouvernement congolais. Pour plusieurs raisons.
La première, et quand j'ai lu les différentes résolutions des Nations Unies, on dit l'obligation première à protéger et à sécuriser revient au gouvernement congolais. Mais pour arriver à ça, ça veut dire que le gouvernement congolais doit prendre en charge le militaire congolais. Je vais peut-être livrer un des secrets dans l'organisation, dans la prise en charge des militaires. C'est un résultat de recherche, ce n'est pas un secret, c'est un résultat de recherche que nous avions mené. J'arrive à Béni en 2016. J'interroge plusieurs personnes, y compris les militaires, et certains éléments du contingent tanzanien. Je voulais comprendre comment on a pu attaquer la base du contingent tanzanien dans une zone où toutes les forces se présentaient. En dehors de ça, je voulais pratiquement comprendre quel était le comportement du militaire congolais sur le terrain. Un des officiers avec qui nous avons échangé va me dire ceci. Sur le plan d'approvisionnement logistique, la MONUSCO donnait 2000 mètres cubes de carburant au phare d'essai par mois. Mais lui, commandant régiment, il avait à peine un fût de carburant. Alors il me pose la question, si c'était vous, comment allez-vous mener les opérations? Alors, moi je rétorque, je dis, et quelle est la part du gouvernement? Il dit là, en tout cas, il faut demander ailleurs, pas ici. Et deuxième cas, ça c'est au Sud Kivu. Le capitaine qui était agent payeur, il avait le courage de dire au ministre, quand le ministre lui avait montré le fonds décaissé pour aller dans l'opération, il dira, Excellence, si même le tiers de ça arrivait, on ne parlerait plus de guerre à l'Est. Et ça concorde avec certaines données. On ne peut pas comprendre qu'un général, un colonel se tape 3, 4, 5 villas, ça que nous, citoyens congolais, on s'interroge, quelle est la source de ce financement-là? Et lorsque nous allons sur le terrain, on trouve un militaire minable au front, qui ne sait pas quoi manger à lui-même d'abord, il ne sait même pas comment ses dépendants, donc femmes et enfants, vivent, et il s'interroge, est-ce que ma femme n'est pas en train de faire la prostitution pour nourrir mes enfants? Alors, quelle sera la morale de ces militaires-là au front? Congolais, interrogeons-nous. Tout le monde sait ici, tout le monde nous savons ici, combien d'officiers ont des immeubles à Kinshasa, à Goma, à Lumbashi. Un militaire qui a une ferme de plus de 500 hectares, il a trouvé l'argent. C'est l'argent de ces militaires-là qui meurt sur le front. Et nous, on ne fait rien. Donc, pour dire que les contestations seraient mieux orientées vers le gouvernement. Et là, j'ai compris, même le président de la République, il a dit qu'il y aura renforcement des contingents avec l'arrivée de Kenya. C'est parce que maintenant, il a compris que les contestations là ne s'adressaient pas nullement à la MONUSCO, s'adressaient au gouvernement congolais. Et maintenant, c'est à nous d'aider. Comment arriver? On ne doit pas dépendre uniquement des étrangers comme militaires. Détrompez-vous,
l'Artemis là avait été créée dans les mêmes conditions que la brigade d'intervention. C'était au sein de la MONUSCO. Ce n'était pas la demande du gouvernement. C'est une résolution des Nations Unies qui avait décidé de mettre en place une unité spéciale compte tenu de la gravité de la situation à Ituri. Et c'est comme ça qu'Artemis était venu. De la même manière, nous avions demandé qu'on crée la brigade d'intervention. Et si à Ituri, ça avait marché, parce qu'à Ituri, il n'y avait pas de forces armées congolaises à l'époque. C'était seulement des groupes armés, les groupes ethniques armés, et ainsi de suite, et il fallait rétablir l'ordre. Mais ici, la brigade est venue avec à ses côtés les forces armées de la RDC et qui ont la charge principale de sécuriser la population. Donc, si nous parlons de l'échec de la MONUSCO qui est venu appuyer les FARDC, mettons-nous alors d'accord que l'échec premier revient aux FARDC et au gouvernement congolais. Et si tel est le cas, quel sera notre comportement? J'ai dit et je vous remercie. À présent, c'est le tour du professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Le départ immédiat de la MONUSCO, une nécessité pour le retour à la paix dans l'est de la RDC, une interrogation à laquelle le professeur va pouvoir répondre. Merci beaucoup à Freddy, l'animateur du magazine de la Renaissance africaine, pour cette initiative combien louable. On en a plus souvent ici, dans nos milieux et même universitaires. Nous sommes peut-être préoccupés par autre chose. Une petite observation, c'est une préoccupation d'Abdulaziz. On est revenu ici par Nixon, notamment le fait que c'est très rare que les Congolais de Kinshasa manifestent ou s'indignent par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Ça a existé et ça existe, ils s'indignent souvent. Je ne suis peut-être pas partisan de cette façon de faire croire qu'à l'Ouest, en fait, on danse pendant que les gens meurent dans l'Est. Non, à l'Ouest, les gens sont préoccupés. Et c'était le 14 mai, Nixon l'a dit ici, 2004, des suites de la prise des villes de Bukavu et de Goma, sous escorte des Nations Unies par les troupes d'Nkonda et Mutebousi, parce que les images avaient circulé, sous escorte des Nations Unies. Donc, de troupes des Nations Unies. C'était juste une parenthèse. Ici, d'abord, on m'a invité comme théoricien, il faut le noter. Je répondrai certes à la question de savoir si le départ de la MONUSCO le départ immédiat de la MONUSCO est une nécessité ou pas. Mais avant tout, je voudrais que l'on revienne un peu dans l'histoire. L'on a parlé du péché originel ici. J'estime qu'il n'est pas que dans la création de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUC d'abord et MONUSCO ensuite, mais aussi dans les germes même de naissance de l'Organisation des Nations Unies. On le sait. Vous savez que la MONUSCO aujourd'hui, avec son statut, c'est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, tel que le prévoit la charte, que chaque organe principal a la possibilité de créer un organe subsidiaire dans l'accomplissement de ses objectifs. Et que la plupart de ces missions d'intervention, d'interposition, d'observation, d'assistance créées par les Nations Unies découlent d'un aveu d'échec du mécanisme de San Francisco qui, au terme de la charte du 26 juin, prévoyait plutôt un mécanisme de comité d'état-major qui devrait assurer, avec la contribution des contingents prépositionnés des États membres, la paix et la sécurité internationale.
ça n'a pas été fait des suites de l'éclatement tout de suite de la guerre froide, lorsque les Nations Unies sont tombées sous le coup de l'anesthésie de cet événement malheureux, et que par la suite on a trouvé des solutions de racolage ou d'accommodage, entre autres avec la fameuse résolution Acheson, du nom de son inventeur ou son initiateur, Jim Acheson, le secrétaire d'État américain, qui a permis à ce que dans cette période très difficile, les Nations Unies interviennent avec mandat de l'Assemblée générale, qui pourtant ne l'avait pas au départ, sur des situations de Suez en Corée, et ici en République démocratique du Congo et au Pakistan et dans bien d'autres pays. Il vous souviendra ainsi que ce mécanisme qui démocratisait en quelque sorte le maintien de la paix et de la sécurité internationale et qui permettait à tous les États du monde réunis au sein de l'Assemblée générale de devoir émettre un point de vue sur la possibilité d'amener la paix dans des pays à situation difficile, a été très vite contesté par la France notamment et l'URSS lorsqu'il s'est agi de l'intervention des Nations Unies au Congo avec l'ONU. Vous avez certainement suivi ce contentieux devant plutôt cet avis devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de certaines dépenses des Nations Unies, lorsque ces deux grandes puissances estimaient que ces dépenses n'étaient pas des dépenses des Nations Unies, bien que la Cour avait certainement dit le contraire. Et suite à cette difficulté, le mécanisme Acheson, qui permettait à l'Assemblée générale, en cas de difficulté de fonctionnement du Conseil de sécurité, de devoir intervenir, n'a plus fonctionné. Après cette période d'anesthésie, c'est la suite qui intervient avec la fin de la guerre froide, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies revient en scène avec certaines opérations plus ou moins audacieuses. On en a connu en Irak avec la 688. On a connu des cas de sauvetage contre les Kurdes qui avaient été gazés au nord de l'Irak. Mais d'autres situations aussi, après cela, notamment le cas de la Somalie, avec Unisom 1, 2, qui a été séquencé par une opération sandwich, celle qui était issue de l'offre des États-Unis à devoir ouvrir des couloirs humanitaires afin de permettre aux Somaliens en difficulté, surtout consommés par la famine, de devoir tenir. Et que lorsque vous observez dans toutes ces opérations, il y a eu une nette volonté de grande puissance de récupérer les mécanismes de maintien de la paix. Parce que bien évidemment, tout devrait se définir en fonction de leurs intérêts, péchés naturels ou originels, tout devrait se définir en fonction de leurs intérêts. Vous avez ainsi vu par exemple, je vais y arriver, qu'on a parlé ici d'Artémis, on recommande Artémis 2, mais moi je crois que si nos populations avaient été sauvées en Ituri, Artémis comme effort n'était pas des opérations modèles à rééditer par ailleurs. Vous avez vu que pour Artémis, c'est tous les États, les grands États qui ont couru. Et même la Grande-Bretagne, enlisée dans le bourbier irakien et afghan, a préféré se faire représenter par 12 observateurs. Il fallait qu'elle voie ce que les gens venaient faire dans l'Ituri. Et bien évidemment, ce que les gens venaient faire dans l'Ituri, on l'a su après, le sous-sol de l'Ituri était plein de l'or et d'autres minéraux. Chacun voulait voir comment ça allait se passer. Aujourd'hui, la récente révélation d'Albert Yuma peut vous dire quelque chose par rapport à ça. Donc ce n'était pas pour sauver les populations congolaises, c'était juste un subterfuge. Avant ça, Minil, Onuk, Finil, Onust, Inmogip, Gonil, Goma, Domrep, toutes ces missions que vous connaissez, et nous pourrions continuer ainsi longtemps de les citer. La fin de notre terrible XXe siècle, vous savez, il a commencé avec le massacre des Arméniens pour se terminer avec les deux génocides du Rwanda et de la RDC dont on ne parle pas.
Et au début du XXIe siècle, nous ont radicalement plongé dans un monde d'acronymes avec ces Nations Unies, quasi ontologiquement, pour emprunter l'expression de Pierre Michel Dumont, parce qu'elle en est une, la Monique Monusco. Mais le cri de cœur qui avait animé les pères fondateurs de cette organisation, plus jamais ça, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, 90 ans après, ou un peu moins que ça, ou d'ailleurs encore un peu moins, sont ainsi plus de 60 opérations de maintien de la paix, d'observation de la paix, de ceci, que l'organisation new-yorkaise a porté sur des fonds baptismaux et affublé de l'un de ces noms de type barbare, que dis-je, Minois, Onurk, Admuto, Missoa, tout ça, Inavem, pour évoquer ces opérations qui constituent une part importante de l'action de l'organisation. Mais le résultat de tout cela, nous l'avons entendu au sortir de cette guerre. On a dit froide, qui était plutôt chaude. Au Rwanda, par exemple, on a retenu de ces Nations Unies l'expression Tamana Utaloni, Ntakavumbura Mashia, pour ceux qui entendent le Nyarwanda. Ils disent que les Nations Unies et Dieu sont pareils au conte pour enfants. Ça signifie au Rwanda les choses de l'ONU, MONUC, MONUSCO, il faut raconter ça aux enfants, pas aux adultes. Parce que lorsqu'on les tuait, les casques bleus belges et autres étaient plutôt en quête de mercenaires sud-africains avec l'argent des Nations Unies pour les protéger. Comme pour dire qui gardera le gardien. On est venu protéger les Rwandais, mais nous-mêmes on a besoin de la protection des mercenaires belges. Et la suite, on en sait, c'était l'infamie. Et si la guerre est au Congo aujourd'hui et que la MONUSCO est au Congo, les Congolais n'ont pas demandé à la MONUSCO de partir. Je vais un peu vite. Et là, les Nations Unies ont créé la guerre au Congo. Les Nations Unies doivent la terminer. Nous devons plutôt nous montrer exigeants. C'est une guerre créée par les Nations Unies. Vous vous souvenez que lorsqu'on a créé la force sandwich des États-Unis pour intervenir en Somalie, et que ça tourne au vinaigre, parce que là c'est des Américains qui meurent, Madame Albright, Madame le secrétaire général, comme elle écrivait par la suite dans ses mémoires à la fin de son mandat, elle disait les Américains courageux avaient perdu leur vie dans l'aventure. Donc, être intervenu en Somalie pour, entre guillemets, sauver les Somaliens et leur donner à manger, c'était de l'aventure. Et son chef du président, Bill Clinton, pouvait ressasser, les Nations Unies devraient avoir le courage de dire non aux missions irréalisables. Ça signifie que là où il faut les laisser mourir, laissez-les mourir. Et à Sarajevo, après près d'une année de prise en sandwich de tout un peuple, de toute une nation, le slogan qui est resté là-bas, l'ONU est morte à Sarajevo. Ça se traduit par l'ONU est morte à Sarajevo. Mais c'était quand même surprenant qu'après ce décès de Sarajevo, les Nations Unies ressuscitent au Congo, en RDC. La guerre elle commence le 2 août. Les résolutions s'enchaînent. C'est seulement 2 ans après Kasika, Makobola, Mwenga, après que la moitié du territoire national ait été conquise par les troupes étrangères, que les Nations Unies se réveillent pour se souvenir qu'il y avait un Congo qui existait ici. Et là,
La jungle dont M. Abdelaziz parle ici, a pris le temps de se créer. Cette jungle a pris le temps de se créer. Avec qui, bien évidemment, avec ces Interamwe, ces FDLR, qui sont de réfugiés armés rwandais, qui se sont déversés sur le territoire de la RDC et qu'avec l'accord, bien évidemment, des Nations Unies, toutes les règles sur les réfugiés devraient être violées pour les laisser quand même et vivre à la frontière de notre pays avec des chars, des mitrailleuses et quelqu'un disait que c'était toute l'armée rwandaise au Congo. Mais lorsque les Congolais de l'intérieur ont décidé de prendre des solutions autorisées par les conventions internationales en matière de réfugiés, ces Nations Unies ont dit non. Et c'est ces Interamwe que les Nations Unies sont venues combattre au Congo. Elles en savent quelque chose. L'ONU intervient au Congo. Elle disait qu'après 2 ans, les Nations Unies se sont obstinées à ne pas reconnaître qu'il existait une agression. Encore qu'il faut vous rappeler que le mandat de la MONUC s'est fondé plutôt sur l'article, sur le chapitre 6 et non sur le chapitre 7, parce que c'était une mission d'observation. On va parler encore de l'invitation ici. Et même lorsque dans cette fameuse résolution 1, 2, 3, 4, les Nations Unies font appel à la présence de troupes étrangères, elles ne les citent pas sous le carcan d'agresseurs, mais plutôt de forces étrangères stationnées en RDC, qu'elles invitent allègrement à envisager comment quitter le territoire congolais. Rien n'est prévu dans le palais des Verts pour un départ voulu par les Congolais, mais lorsque les étrangers voudront eux-mêmes partir. C'est dans ces entrefaits que cette mission s'est installée. Elle s'installe pour ramener la paix, elle s'installe pour par la suite sécuriser les populations civiles. Elle consomme $1 milliard par an avec l'essentiel du dispositif à l'étranger et l'essentiel du matériel assuré à Kigali et à Kampala, comme pour dire que les Congolais n'avaient d'obligation que d'assumer la dette morale de $1 milliard dépensés chaque année et non de jouir des retombées de ces dépenses de cet argent sur leur territoire. Vous vous souvenez du conflit du professeur Modeste Bahati avec cette MONUSCO lorsque elle s'est refusée obstinément d'assurer ses engins à la SONAS. Et pour tout cela, c'était après, bien évidemment, que les casques bleus aient été couronnés d'un prix Nobel de la paix, bien sûr, prix Nobel de la paix. Et que dans la même lignée, la MONUSCO s'installait. Elle avait peut-être les chars de combat les plus luxueux, comme les gens disent, moi je ne les vois pas, et les plus propres après 20 ans de mise en service. Il semble qu'on les nettoie chaque jour, les entretiens. Et elle patrouille le jour dans des rues de Goma et sous des lampadaires. Hein, il faut qu'il y ait la lumière, des ampoules pour que la MONUSCO patrouille. Et ça, je l'ai vu chez moi à Canada. Elle patrouille sous les lampadaires. On assassine à 50 mètres de vue naturelle, hein, pas avec jumelles, avec lunettes, non. 50 mètres de vue naturelle, on tue les civils. Elle a besoin aussi de sa protection. La MONUSCO, elle est en même temps soupçonnée de se livrer au trafic de minerais, mais aussi à la contrebande, parce que
dans les zones qu'elle contrôle, effectivement, il y a une forte circulation d'armes non enregistrées. Tout cela ne pouvait rationnellement que appeler ce peuple à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette mission. Alors, il faut que la mission des Nations Unies parte. Oui, je suis d'accord avec M. Abdoul Aziz que les Nations Unies partiront, bien sûr, peut-être après 60 ans, comme la MINUL ou FINUL au Liban. Mais là aussi, avec nos amis qui occupent le Nord, ils occupent ensemble. Peut-être après 70 ans, comme celle de Suez. Non, ce n'est pas la durée qui importe. On a besoin de l'action. Si la MONUSCO peut partir dans 2 semaines, mais en justifiant les milliards de dollars que la communauté internationale va désormais imputer à la RDC, ça serait une bonne chose. Et est-ce qu'il faut que la MONUSCO parte? Oui, elle devra partir un jour. Lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies le voudra, et le chapitre 7, l'article 39, l'article 40, 41, 42, on vous dit qu'il constate, le Conseil de sécurité constate une menace à la paix, un acte d'agression ou une rupture de la paix, et décide quelles mesures prendre. Donc, les mesures qui relèvent de sa propre volonté. Et ça, nous, peuple des Nations Unies réunis à San Francisco, nous l'avons bien dit dans la même charte, article 24. On vous dit aussi longtemps qu'il agira, le Conseil de sécurité, conformément à ces missions que nous l'avons conférées, nous reconnaîtrons qu'il agit en notre nom. Aujourd'hui, donc, les résolutions, les différentes résolutions prises par le Conseil de sécurité, il les a prises en notre nom, y compris celles qui disent à la MONUSCO de patrouiller sous des lampadaires, de ne pas du tout utiliser les chars de combat dans des brousses parce qu'elles vont se salir. C'est en notre nom que cela fonctionnerait. Entre suppression de cette MONUSCO, son départ voulu et la nécessité de sa présence qui ne signifie rien, bien évidemment, tout Congolais de sens demanderait son départ. Parce qu'en même temps qu'elle apporte cette caution morale, elle décourage probablement nos FARDC qui, à la place de se battre avec détermination, pensent peut-être avoir un compagnon qui n'en est pas un. Si elle est partie, peut-être que nos troupes peuvent se réorganiser et tenir efficacement face à cette menace que l'on croyait en train de se terminer, mais qui apparemment ne fait que commencer. En Somalie, c'est 20 000 morts. Après 20 000 morts, on crie à une situation insupportable. On a même dit, pour utiliser l'expression d'un ancien président français, l'insoutenable. On a dit, c'est insoutenable, il faut aller vite après 20 000 morts. Dans le Kurdistan irakien, c'est 30 000 morts pour lesquels la résolution est adoptée, les B-52, les F-16, les F-22, tout ce que vous connaissez de bombardiers furtifs, les chars à blanc sont descendus. On a sauvé les Kurdes de menaces de Saddam Hussein. Reste à savoir s'ils avaient effectivement été sauvés, parce que la menace que faisait Saddam Hussein pesait sur le monde et sur les Kurdes eux-mêmes. On découvre qu'après avoir sauvé un certain 20 mars 2003, nous nous sommes encore réveillés sous le coup de bombes pour sauver les mêmes Irakiens qu'on avait sauvés. Et le pétrole y était.
il y avait un programme pétrole contre nourriture. On vous donne à manger, vous donnez du pétrole. Et puis c'est bon. Mais avant l'intervention des Nations Unies en Irak, la maladie des Irakiens, c'était l'obésité. Parce qu'ils mangeaient bien chez eux. Ils n'avaient pas besoin qu'on vienne leur distribuer à manger contre leur pétrole. Un peu ce que nous vivons aujourd'hui avec cette même MONUSCO, bravo, qui nous distribue quelques comprimés d'aspirine dans nos zones reculées, c'est déjà quelque chose. Je ne sais pas contre quoi, mais en même temps, nous sommes le pays qui regorge ces stocks d'uranium, de coltan, et les comptoirs sont ailleurs. Mais au Rwanda, c'était après 20 000 morts. Et puis, parce que les autres morts sont intervenus sous l'encadrement des Nations Unies notamment, avec l'opération, la fameuse opération turquoise. Et là, on est intervenu. Mais en RDC, on a attendu 6 millions de morts. Les femmes pilées dans des mortiers, violées dans l'est du pays, pour que la MONUC intervienne avec une mission d'observation. Et la brigade, parce qu'il faut en parler. Vous n'avez pas assez remarqué que dans son machin, c'est pas moi, c'est un fondateur des Nations Unies qui les a qualifiés comme ça, machin, le général de Gaulle, le machin. Ce machin, souvent, a ses méthodes. Hein. Les méthodes, c'est... Il faut d'abord que la crise se cristallise, qu'elle pourrisse pour justifier une longue présence. On vous a dit, nous or, nous job. Vous parlez de 20 000. 20 000, c'est une présence peut-être inutile pour nous qui sommes 100 millions. Mais lorsque les 20 000 servent à 3 000 Guatémaltèques de se taper des salaires de l'ordre de 10 000, 8 000 dollars le mois, c'est de la manne. Et vous pensez que ça devait s'arrêter pour qu'elles deviennent quoi? Le pays est une entreprise. Notre pays est une entreprise. La MONUSCO, ou du moins ceux qui travaillent en son sein, gagnent mieux que nous. Ils ont donné des véhicules ici, on doit acheter des pièces de rechange chez eux. Et il faut que ça dure pour que l'industrie japonaise, française fonctionne. Nous avons réduit le chômage chez certains de leurs clients, de petits pays qui n'ont même pas d'armée similaire aux nôtres. Et pourquoi est-ce les 1 milliard de dollars ne devraient pas être versés au FARDC pour régler ce problème? Est-ce qu'il faut qu'on appelle les Sénégalais? Qu'on appelle les Sénégalais? Où est-ce qu'ils sont formés? C'est que nous ne sommes pas. Faudrait-il qu'on appelle les Uruguayens? Avez-vous vu un contingent canadien dans cette MONUSCO? Un contingent américain? Un contingent français, belge? Et ne nous apporte rien, même pas l'expérience du combat. Parce que tel qu'elle est organisée en contingent, c'est pour éviter que la culture stratégique de ces pays-là ne se propage ou ne soit partagée par nos armées. Et qu'est-ce que nous en retiendrons? Qu'est-ce que nous en retiendrons? Les assurances, c'est au Rwanda. Le dispositif là-bas, c'est en TB. C'est là qu'on paye la douane et autres. Ici, chez nous, on a les immunités en vertu de l'accord de SOFA. Ça ne pose pas de problème. Et l'expérience dont on a parlé ici, nous ne la partageons pas avec eux. Parce que ces troupes indiennes combattent seules. Elles utilisent seules leurs armes. Elles n'ont pas intégré les Congolais pour que l'on dise, après leur départ, nous aurons acquis leur culture stratégique. Non. Et quel est ce Congolais d'essence qui trouverait cela juste?
Faut-il dès lors que la MONUSCO parte aujourd'hui? Elle devrait partir. Elle devrait partir lorsque j'ai dit que sa guerre créée sera terminée. Il faut du service après-vente, comme le disait le maréchal Idriss Déby, du service après-vente. On ne va pas, on bombarde en Libye et puis on part, c'est fini, on a résolu le problème. Non. On nous a imposé les FDLR, on nous a imposé les Interahamwe. Ces gens sont nos voisins, nous avons vécu longtemps avec eux. Ils n'ont jamais fait ça au Congo. C'est lorsqu'on va pilonner au Rwanda, qu'on les laisse entrer sur notre territoire sans visa, qu'on nous refuse le droit de les contrôler, qu'ils prennent du temps pour installer cette jungle, qu'on nous dit on vient éteindre des pyromanes. C'est-à-dire, il met du feu par devant la case, il passe par derrière, il prend un bidon d'eau, il jette, il a éteint, il dit payez-moi, j'ai travaillé pour vous. Et donc, la MONUSCO devrait rester. Elle devrait rester pour terminer sa guerre, mais doit la terminer sous la supervision de l'armée congolaise. C'est exactement la demande par nous formulée de voir être redéfini le concept opérationnel de cette intervention. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un contexte d'un affrontement entre plusieurs armées, comme on l'a prétendu, parce qu'à cette époque, la MONUSCO avait raison d'être neutre. Elle intervenait dans le cadre de l'accord de Lusaka. Elle devrait être neutre pour assurer toutes les parties au processus de paix. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'être neutre. Elle doit permettre que ces contingents-là soient au besoin commandés par les généraux congolais. Nous devons savoir ce qu'ils font. Et tous ces soupçons des hélicoptères qui atterrissent dans des brousses en pleine nuit, là au moins ça peut atterrir. On dit qu'il y a des sacs de coltan, il y a des lingots d'or. Non, la MONUSCO devrait rester parce que nous devons apprendre d'elle aussi les techniques de combat. C'est tout ce que nous pouvons retenir de ça. La MONUSCO devrait rester parce qu'elle doit se battre à nos côtés pour obtenir avec nous que l'embargo sur les armes qui frappent notre armée soit levé. Nous avons le droit d'accéder au même titre que les autres peuples de ce monde aux armes pour combattre à armes égales avec ceux qui convoitent nos richesses et ceux qui torpillent notre paisible existence. On lui reconnaît assez de choses. Je suivis les gens qui disent qu'elle a aidé à nous transporter dans ces avions. Bien évidemment, parce que les avions, ça n'a jamais existé au Congo. Et elle a aidé à nous permettre de voyager sans visa. Nous n'avions pas besoin de ça. Nous n'avions pas besoin de cela. Elle a certes aidé à participer à la paix par des voies légales. Je vois ici des voies démocratiques, chapeau bas, transport des urnes pour la tenue des élections, notamment dans des zones très reculées, là où la MONUSCO réussit à organiser les élections sans quoi. Parce que nous n'avons jamais entendu un candidat député qui vient du Massissi ou de Beni ou de Rutshuru qui nous a dit non, il y a eu 5 centres dans lesquels les élections ne se sont pas tenues parce qu'il y avait des groupes armés. Non, lorsqu'il s'agit des élections, tout le monde vient ici avec des résultats. Et chacun remercie la MONUSCO. Elle nous a aidés à le faire. Et là, c'est pour les élections. Et après les élections, elle n'est plus capable d'arriver dans ces zones-là pour sécuriser. Ça devient une jungle. Elle nous a certes aidés. J'ai eu entendre qu'elle a un service anti-mine qui aura réussi à nous dégager de plus de 5645 engins depuis 2016. Mais les mines entrent par où?
lorsque l'armée régulière est sous embargo et ne sait pas acheter les armes. Les mines qu'on déterre entrent par où? C'est ça des questions qu'il faudra qu'on se pose. On nous a dit bravo à elle. Elle a défait le M23, oui. Mais le M23 qui venait d'où? Créé par elle. Qui a conquis la ville de Goma et de Bukavu sous son escorte. Et pour toutes ces raisons, il est de notoriété que les Congolais dirigent leur combat ailleurs. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devra décider du départ de la MONUSCO. C'est bien. On nous a dit que c'est en concertation avec la République démocratique du Congo que ça se fera. Ça ne l'a toujours pas été. Si c'était en concertation, le régime passé avait exigé le départ de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité ne l'a pas voulu. Donc ce n'est pas en concertation. Mais nous voulons que ça se fasse conformément à la Charte des Nations Unies et rien qu'à la Charte des Nations Unies. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pour cela, même si je ne suis pas d'accord du tout avec Madame Kavira, qui, dans le texte, note la recrudescence des violences et compare plus ou moins le nombre de rébellions au nombre de groupes armés. Je ne suis pas tellement d'accord avec. Les rébellions, c'était 4. C'était des petits États qui contrôlaient les groupes armés là-bas, qui les combattaient aussi. C'était facile. Mais je suis plus ou moins d'accord avec elle sur la logique que cette MONUSCO n'a pas été bien faite. Pourquoi? Le contexte même de son arrivée. C'est nous qui sommes allés la chercher. Nous avons mendié presque son arrivée ici. Dans un contexte où le régime en place en RDC ne donnait sa survie qu'à la présence de cette MONUSCO. Parce que l'unique entreprise pourvoyeur de dollars pour acheter les armes, c'était la MIBA, qui était presque mise en poche du RCD. Il fallait la MONUSCO aujourd'hui. Et pour cette raison-là, nous l'avons accepté sans condition. Nous ne lui avons donné que des privilèges, des immunités et non d'obligations, parce qu'elle devrait venir. Mais ce contexte est bien révolu. Il faut qu'on repense son fonctionnement. La purge dans les FARDC, je suis parfaitement d'accord. Lorsque vous allez dans les villes de l'Est du Congo, vous êtes saisi par la controverse de cette région en guerre où pilule de très belles maisons, où le long du lac Kivu, ça se vend à 1 million, à 2 millions de dollars, on achète. Et parmi les acheteurs, il y a des officiels, militaires et civils. D'où trouvent-ils de l'argent pour le faire? C'est cette complicité interne qui nous tient à demander aussi de nos frères de l'Est de jouer franc jeu. Lorsque cette situation est arrivée dans le Kasaï central ou dans les Kasaï, on égorgeait, on coupait les têtes. Lorsque nous, les leaders du Kasaï, nous avons refusé de collaborer, ces bandits n'ont pas trouvé d'asile. Ils n'existent plus à ce jour. Ce n'est pas grâce à la MONUSCO, loin s'en faut. C'est parce que nous avons refusé que cette pratique se cristallise dans le Kasaï. J'ai demandé aussi comme solution la levée de l'embargo. C'est ça le combat que nous devons mener ensemble. Il faut que nos FARDC aient les mêmes moyens que les autres. Nos troupes ne sont pas aussi faibles qu'on l'imagine. Pour croire qu'elles seraient moins importantes que les Guatémaltèques et les Haïtiens, non. C'est des hommes aguerris, des hommes formés qui doivent avoir les mêmes moyens. Il faut africaniser cette mission.
ça signifie que j'estime qu'il faut la soutirer, la retirer des griffes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'il faut des hommes nouveaux pour arrêter avec l'hypocrisie de New York. À côté des Nations Unies, bien sûr, comprenez les difficultés que cette MONUSCO connaît. Les grandes puissances qui décident sur elles ont leur gouvernement, un gouvernement mondial parallèle, du G7, de l'OTAN, du FMI, de la Banque mondiale. C'est un gouvernement parallèle qui ne s'accommode pas, qui ne s'arc-boute pas avec des méthodes transparentes de maintien de la paix et qui n'est dicté que par les intérêts des grands. C'est pour cela qu'il faut que cette mission s'africanise, qu'elle soit dans nos peaux, dans nos traditions bantoues, plus précisément, parce qu'entre nous, nous savons souffrir du mal dont souffre l'autre. Le gouvernement de New York, du palais des Verts, avec ses institutions bras séculiers, le ministère de la Défense, l'OTAN, le ministère de l'économie, l'OMC et les autres, ne vont rien faire ici dans l'intérêt du Congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup.